suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Vieilles comme la race des hommes, dont elles bercèrent la rude et laborieuse enfance, les légendes, pour surannées qu'elles soient, ont encore de temps à autre leur regain d'actualité. Anatole Lebras. Sauvages et magnifiques, les monts d'Arrée ne se résument toutefois pas aux landes désolées et aux tourbières mystérieuses. Ces paysages complexes et si particuliers se déclinent aussi dans un bocage verdoyant, lacéré de discrètes rivières et de fleuves côtiers émaillés de vieilles pierres. À travers prairies, sous-bois et pâtures, gagnons au sud, en quelques minutes à partir du Guézou, les moulins de Kerouat qui s'éveillent, s'ébrouent et s'étirent au matin du printemps. À partir du Guézou, auquel Kerouat est historiquement lié, ce n'est pas bien loin. Un simple battement d'ailes de mésanges charbonnières. Après avoir descendu le long du sentier creusé de profondes ornières, on laisse sur la droite notre champ aux chênes, dans lequel il fait si bon l'été, siroter sereinement un thé en contemplant les crêtes dorées de l'Arrée. On dépasse l'Oseraie, puis le Candide des Caties englouti par les ronces, et enfin la fontaine sacrée, repère de fées des eaux chuchotants et de salamandres languides. Poursuivons notre petit bonhomme de chemin. On traverse une large prairie humide, troublant au passage une famille de chevreuils qui s'égayent, un placide blaireau bougon ou paisible loup en balade. On s'enfonce ensuite dans le sous-bois humide. On traverse alors le Stein, frétillant affluent de l'Élorne, jusqu'à découvrir l'ensemble des bâtis au visage austère, émanation du sol de schiste et de granit, verdis par les mousses et jaunis par les lichens, endormis sous leurs ardoises bleues, et dont les murs sont si riches d'âme. Les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. La première occupation connue de ce vallon discret remonte à l'époque gallo-romaine. On retrouve en effet entre Kerouat et le Guézou-Vraz de maigres vestiges d'une villa en bordure de ce qui fut la voie romaine reliant Carhaix à Landerneau. Plus tard, vers le Xe siècle, fut érigé au Guézou-Vraz un monastère dont dépendait la chapelle de Kerouat. Il ne reste plus rien aujourd'hui, ni de l'un ni de l'autre, mais certaines très belles pierres taillées du Guézou sur les montants de la cheminée monumentale, comme les arcs en plein cintre des portes sud et nord, témoignent sans doute d'une récupération fort opportune de matériaux existants au moment de la construction de la maison en 1648, date attestée par le chronographe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dira Lavoisier. Au Moyen Âge, ce qui semble être un prieuré se construisit à Kerouat, dépendant sans doute d'une congrégation installée alentour, peut-être l'abbaye cistérienne du Relecq en Plounay-Roménez, à moins qu'il s'agisse de la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de la Feuillée, ou encore, beaucoup plus loin à l'ouest, de la puissante abbaye bénédictine de Landévennec. Un premier moulin vit ensuite le jour, attenant à l'étang et au bief, au XVIIe siècle, à la suite d'aménagements réalisés par les fameux moines rouges, objet de tous les fantasmes et des légendes les plus hétéroclites. Au XVIIIe siècle, suivent alors la construction d'habitats, de dépendances agricoles et d'un premier fournil. La tourmente de la Révolution balaie le vieux monde. Yves Nizan, le Julotte du Guézou-Vraz,
monte à Paris pour siéger à l'Assemblée législative et y défendre son engagement précoce en faveur du mouvement révolutionnaire, ainsi que son intention de traduire en breton la Constitution et les lois. Pendant ce temps, les Fagot, la famille de Meunier de Kerouat, acquièrent la chapelle, la démontent pour construire leur maison au mi-temps du XIXe siècle, tout en poursuivant l'activité dans le moulin, et ce jusqu'en 1967, année du décès du tout dernier Meunier. L'ensemble est aujourd'hui devenu un écomusée. Ces pierres parlent encore à ceux qui savent les entendre. On raconte qu'autrefois, il y a bien longtemps, vivait à Kerouat un meunier formidable. Tout le monde l'appelait le millénaire, c'est-à-dire le meunier en breton, et depuis si longtemps qu'on en avait oublié jusqu'à son nom de baptême. Au reste, c'était un bon vivant et un piètre chrétien, manquant singulièrement de constance dans ses devoirs religieux, mais dur à la tâche dans sa fonction de meunier, et profondément généreux. Comme tous les meuniers qui se respectent en souvenir de Saint Martin, son saint patron, il était quelque peu guérisseur et rebouteux, concoctant d'improbables louzous, dont il assurait, la main sur le cœur et l'autre tendue vers son malheureux patient pour empocher le moindre coup de ses potions, qu'il guérissait à coup sûr de tous les désordres des humeurs de la bile, de la rate et du gésier. On ne parlait pas à cette époque d'exercice illégal de la médecine, mais ces pratiques sans eau bénite ni hostie n'avaient pas bonne presse en chair. Il faut reconnaître au passage que tous ne mouraient pas des remèdes du meunier. On témoignait même de quelques guérisons miraculeuses ou diaboliques. Quelle que soit l'origine, l'essentiel était de s'en être sorti et de poursuivre son existence. À l'occasion, notre meunier était aussi un bon vivant qui n'avait épousé aucune femme pour pouvoir les séduire toutes, ce à quoi il s'attela avec une remarquable constance tout au long de sa courte vie. Après l'ingestion de quelques liquides psychotropes en compagnie d'autres larrons, il racontait sans se faire prier des histoires salaces qui faisaient rougir jusqu'au diable qui vivait non loin de là au Youdic. Nonobstant ces quelques désordres, c'était un garçon charmant. Un jour donc, rattrapé par sa vie dissolue et ses mœurs dysfonctionnelles, il y a une justice tout de même en ce bas monde, et aussi son dur labeur, il faut le reconnaître, il trépassa. Il s'en vint donc tenter sa chance à la porte de Saint-Pierre, à laquelle il toqua vaillamment, tenant sous le bras sa mesure à grains dont il ne se séparait jamais. Saint-Pierre ouvrit la porte, méfiant car aucune âme pure n'était annoncée ce jour-là. À son avis, blanchi de farine comme à son bonnet poussiéreux, il reconnut immédiatement le millénaire. Arrière, millénaire, jamais aucun meunier n'est entré au paradis, et ce n'est certainement pas ton inconduite scandaleuse, constante et notoire qui va permettre de déroger à la règle. Oh, mais je le sais trop bien, mon bon Saint-Pierre, seulement, comme j'étais en chemin pour, où vous savez, je me suis accordé un petit détour, n'étant point trop pressé désormais. Et voilà, par curiosité, juste comme ça, en passant, je jetterais bien un petit coup d'œil par l'embrasure de la porte, pour prendre la mesure de ce que je vais manquer. Saint-Pierre, qui était au fond quelqu'un de bien, entr'ouvrit la porte brièvement, et tandis que le millénaire se penchait en avant, il lança par l'entrebâillement sa mesure à grains. Surpris, Saint-Pierre lâcha prise. Poussant le battant, le millénaire sauta dans le paradis et s'assit sur sa mesure. Le gardien du paradis, portier céleste éberlué par cette audace, voulut l'en faire sortir, mais rien n'y fit. « Je suis assis sur mon bien, conséquent je suis chez moi », répéta à l'envi le roué meunier. De guerre lasse, et sans doute contre la promesse de fournir au paradis la plus fine des farines et la plus nourrissante des pains jusqu'à la fin des temps, Saint-Pierre accorda au millénaire de Kerouat une place au paradis. Il fut ainsi authentiquement le premier meunier à y figurer.